Bonjour, est-ce que tu m'entends? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, tu m'entends bien? Oui, bonjour, ouais. Bonjour. Ok. Est-ce que tu veux mettre ta caméra ou est-ce que tu veux la laisser désactivée? Ok, c'est C'est bon. bon. Ok, super. Donc, je prends quelques minutes juste pour commencer à me présenter et on discute un petit peu avant qu'on commence pour savoir là où tu vas avoir des difficultés. Donc, moi, je m'appelle Auréline. Tu peux me tutoyer, il n'y a pas de souci. Je suis Ok. étudiante en médecine vétérinaire et bon, je suis aussi un petit peu bonne en français. Du coup, je peux aussi aider en français. Mais si jamais tu as besoin sur des matières un peu plus scientifiques, enfin, surtout SVT, ça sera aussi possible pour moi. Est-ce que, avant qu'on commence, tu as des choses importantes à me dire sur le français, sur là où tu vas avoir des réelles difficultés, ou est-ce que c'est plus le problème méthodologie, ou est-ce que tu rencontres principalement les difficultés en français? Un peu partout parce que j'ai loupé. Il y a beaucoup de. Par exemple, l'année de quatrième, j'ai pas eu du tout français. Ok. Quelques années comme ça Ok, où quatrième, c'était quoi? j'ai très peu C'était ou à pas cause, du tout de français. c'était à cause du confinement ou c'était pour des raisons personnelles? Non, des raisons personnelles. Ok. Ce qui fait que là, toi, tu es en seconde ou en première, je sais plus. Seconde. Seconde, ok. En seconde, tu as, des difficultés juste sur les méthodologies de commentaires de texte, de dissertation qu'on appelle autrement, j'ai oublié le terme, paragraphe argumenté, ou est-ce que tu rencontres des difficultés sur aussi l'orthographe, les conjugaisons, des choses comme ça? Ah, je t'entends pas très bien. Quand même encore un peu sur la Ok. conjugaison. Ça marche. Ce que je te propose, aujourd'hui, on travaille un peu la méthodologie. Donc, c'est un cours qui est un peu fastidieux parce que c'est juste essayer de comprendre certaines choses et il n'y a pas beaucoup d'exercices, voire il n'y en a pas du tout sur ce texte-là, enfin sur ce cours-là. Et si tu veux, si ça t'intéresse, les prochaines fois, je peux essayer de te trouver des petits textes où on peut essayer de s'entraîner à qu'est-ce qu'on va voir dans ce texte, qu'est-ce qu'on peut voir et éventuellement te trouver des petits exercices de conjugaison, de grammaire pour essayer de voir là où tu peux avoir des difficultés et où on peut s'améliorer un petit peu. Est-ce que ça te va ou est-ce que tu prévois C'est autre bon, chose? ça va. Ok. Pareil, si tu as des cours, enfin, des choses particulières à voir ensemble, je te demanderai de toujours me les envoyer maximum la veille pour que je puisse bien préparer mon cours au format PDF et puis que au moins ça soit fluide au moment du cours et qu'on ne perde pas 10 minutes à chaque cours pour que tu puisses m'envoyer des documents. Donc si tu as besoin d'envoyer des choses particulières que tu veux travailler, si possible, maximum la veille. D'accord? Ok, Ok. ça Du coup, marche. on commence. Pareil, si pendant que je parle, des fois je peux parler et dire plein de choses et pas forcément m'arrêter, mais si tu vois que tu comprends pas quelque chose et que je m'arrête pas sur ce que tu comprends pas, tu me coupes, il n'y a pas de souci, tu me coupes la parole et tu me dis Auréline, j'ai pas compris. Est-ce que tu peux réexpliquer? Est-ce que tu peux formuler autrement? Moi, il n'y a pas de souci. Le but de ce cours-là, c'est qu'à la fin, tu sortes et que tu aies compris. Si tu pas compris certaines choses ou s'il te manque des connaissances par rapport à des choses que j'ai dites, il faut qu'on revoie et donc il n'y a pas de souci, on passe plus de temps s'il faut, mais il faut qu'à la fin du cours, tu aies bien compris. D'accord? Ok. Donc, la méthodologie du commentaire de texte, est-ce que toi, en cours, c'est des choses que vous avez déjà vues, c'est des choses que tu comprends un petit peu ou c'est déjà des choses qui sont un peu compliquées pour toi? Je comprends, mais c'est pas encore ça. Ok, donc on va revoir, je vais te donner quelques petites méthodes peut-être en plus que tu n'as pas eu en classe et essayer de t'orienter. Tous les cours que je fais, moi je t'encourage soit à les imprimer, soit à les garder précieusement dans un document sur ton téléphone ou sur ton ordinateur. C'est un petit peu, je vais appeler ça des fiches de ce que tu vois en classe. Après, il n'y aura pas forcément toutes les informations. Chaque prof en cours donne des informations différentes et c'est aussi à toi des fois de faire le tri de ce que moi je t'apprends et ce que vous vous apprenez à l'école. Mais quand tu vas faire ton commentaire de texte, soit tu as la méthodologie que ta prof t'a donnée en cours qui est très simple, soit tu peux utiliser ça. C'est pas de fausses informations, c'est vraiment les méthodologies que je trouve sur les sites du gouvernement. Donc ça peut vraiment t'aider le jour où tu en as besoin pour t'entraîner à faire des commentaires. D'accord? Ok. Ok. Donc, qu'est-ce que tu vas faire premièrement quand tu vas avoir ton texte devant les yeux? Quel est le réflexe que tu fais quand tu as ce texte? Quelle est la première chose que tu vas faire? Euh,
Quand tu as ton texte devant les yeux, qu'est-ce que tu vas devoir faire? Je lis, je regarde les éléments importants. Ok, très bien. Donc, effectivement, première chose à faire, c'est lire le texte. Moi, je te conseillerais toujours de lire le texte en entier, en premier. Ok? Tu le lis une fois. Tu relèves pas tout de suite les éléments importants, tu le lis. Le but de lire le texte une fois, ça va permettre de déjà te le mettre un petit peu dans la tête et de comprendre qu'est-ce que c'est que ce texte, qu'est-ce qui va être mis en avant, comment est-ce que c'est mis en avant, est-ce que c'est quelque chose de joyeux dès le début, est-ce que c'est un truc triste, est-ce que c'est quelque chose qui va démontrer certaines choses, enfin, de savoir la nature du texte. Une fois que tu as ça en tête, tu le relis un peu plus précisément. Et quand tu vas le relire, c'est là que tu vas relever les éléments importants. Et soit au moment de ta première lecture, soit au moment de ta deuxième lecture, ce qui est essentiel pour comprendre ton texte, c'est de relever le thème majeur. Quel est le thème de ton texte? Quelle est l'idée principale qui est mise en avant? Si tu as un texte qui va parler de la guerre, l'élément principal, le thème majeur, ça va être la guerre. Mais est-ce qu'il y a une guerre, enfin, il y a une explication sur la guerre? Est-ce que au contraire, le thème, c'est l'après-guerre, au moment de la guerre, avant la guerre? Il faut que tu puisses situer ton texte sur ce qui est en train de se passer, sur le thème qui est en train de se passer, ce qui est en train d'être raconté dans ton texte. Ensuite, on va parler du ton. Le ton, les émotions, l'attitude. Qu'est-ce qui est mis en avant dans ton texte? Ça, tu vas le relever avec l'analyse de phrases, de mots, d'expressions. Et on appelle ça le ton. Le ton, est-ce que tu en as déjà entendu parler? Non. Le ton, ça va être, donc, comme je te l'ai dit, ça va concerner une phrase. C'est pas, ça peut être un ton différent sur le texte. Soit tu as un ton sur une seule phrase, et puis peut-être que trois phrases plus loin, le ton est différent. Mais il y a plusieurs types de tons. Alors, je te les ai pas tous mis ici, mais principalement, tu peux avoir lyrique, tragique, ironique, neutre. Est-ce que ça, c'est des choses que tu as entendu parler, que tu connais, ou est-ce qu'on s'arrête un petit peu dessus pour les expliquer? Euh, oui, je connais certaines. OK? Lesquelles tu connais pas ici? Neutre, je connais pas. Ok. Le ton neutre, c'est un ton qui est monotone, qui est sans jugement, sans information. Enfin, s'il y a quand même des informations, mais c'est un ton qui est un peu monotone. Vraiment, tu ressens pas de la joie, tu ressens pas de la tristesse, tu ressens pas de choses drôles. Tu es sur quelque chose qui est neutre. Ok? Ouais, Ça marche. Pour ce qui est ironique, tragique, lyrique, c'est bon? ouais, c'est bon. Attention, il y a une chose qui est importante, et quand je donne des cours de français, les gens ont souvent du mal à voir la différence entre le ton et le registre. J'insiste bien là-dessus parce que c'est deux choses qui sont différentes. Le ton, comme j'ai dit, tu vas le retrouver sur certaines phrases dans ton texte. OK? Le registre, lui, il est sur l'entièreté du texte ou sur des plus grandes parties. Tu peux avoir le premier paragraphe qui est sur un registre comique, tandis que ton dernier paragraphe, il sera sur quelque chose de pathétique. D'accord? Tu peux avoir deux registres différents dans ton texte. C'est possible. En général, on a des textes assez courts en classe ou au moment du bac et ils évitent de nous mettre deux registres différents. Mais tu peux avoir par exemple un registre comique, mais un ton un peu tragique. OK? Et c'est là où il faut bien faire attention. Le registre, c'est l'entièreté du texte, alors que le ton, ça va être que certaines phrases, que certains passages de ton texte. Il n'y a pas des registres aussi tragiques. Si, tu peux avoir, j'ai pas tout mis, mais effectivement, tu as aussi le registre tragique. OK? Ok. Comique, pathétique, argumentatif, épique, tu connais? Euh, oui. Ok. Il y a Plus pas... argumentatif, pas trop. Argumentatif, ça va être souvent des textes où l'auteur, il va te parler d'idées particulières, ok? Et il va argumenter, il va donner des éléments pour convaincre son lecteur que ce qu'il a dit, c'est ça, ok? Si c'est un texte sur, je sais pas, je vais dire les inégalités sociales, par exemple, il peut te dire que son argument, c'est que, enfin, son idée, c'est que les hommes gagnent plus d'argent que les femmes parce que les hommes ont plus d'importance ou aussi, enfin, tout ce qu'il peut raconter, tu vois. Et en fait, il va l'argumenter. Pourquoi est-ce que les hommes gagnent plus d'argent que les femmes? Et il va donner plein d'arguments possibles ou pas possibles, tu vois, ça dépend de l'auteur, ça dépend de ton texte. Mais c'est un texte qui a une idée principale et qui les argumente pour te donner un raisonnement qui est logique et essayer de convaincre le lecteur. D'accord? C'est un peu une thèse-antithèse.
C'est un petit peu ça, ouais. Sauf que thèse et antithèse, t'as le pour et le contre, il me semble. C'est pas ça? Ouais, Ok. ouais, Là, sur ton texte argumentatif, t'as vraiment je vais pas dire que le pour, ok? Mais l'auteur, quand il est censé faire son texte, il va te dire l'inégalité homme-femme, il y a ci, parce que si, parce que ça, et ça comme ça. Il peut aussi y avoir ça, parce qu'il y a ci et il y a ça. Il va donner une idée et il va argumenter. Il va pas contre-indiquer son argumentation, sauf s'il fait un texte argumentatif pour être contre certaines choses, ok? Où là, il va donner des éléments normalement contre. Mais ces textes-là, on les voit pas souvent. Il peut y en avoir, faut les connaître quand même, mais enfin, j'ai pas mémoire d'en avoir beaucoup vu. D'accord? C'est bon là-dessus? ouais. Ok. Au moment où tu vas donc voir ton registre, le registre, donc on a dit, il est important pour que tu puisses bien déterminer quel type de texte tu vas avoir. Et à ce moment-là, on relève aussi ce qu'on appelle les figures de style. Est-ce que tu en as déjà entendu parler? Ouais. Ouais, je connais, ouais, certaines. Ouais. Ok, j'entends pas tout le temps quand tu parles. Ok, donc les figures de style, on va revenir dessus juste après. Mais au moment où tu fais du coup grossièrement, quand tu relis ton texte, que tu relèves tout ce qu'on vient de dire avant, tu peux commencer à relever les figures de style que tu vois. Quel type de figure de style tu vas avoir sur telle ligne, sur telle partie du texte, et te mettre un petit peu soit en tête, soit sur un brouillon, qu'est-ce que ça va apporter au texte? Est-ce que, comme j'ai un registre qui est comique, j'ai plus d'hyperbole que j'ai d'antithèse ou d'oxymore? Est-ce que tu sais ce que c'est les antithèses, les oxymores et les hyperboles, pour comprendre mon exemple? Je t'entends vraiment pas bien, je t'entends un mot sur deux. Antithèse, oui, mais oxymore, non. Oxymore, c'est un petit peu comme, c'est un peu comme antithèse, mais je te montrerai des exemples différents pour que tu comprennes bien. Mais c'est un petit peu pareil que l'antithèse, mais c'est moins fort. L'oxymore, c'est vraiment sur des mots de la même, enfin, pas de la même famille, mais par exemple, si je te parle d'obscur clarté, si je te dis on est dans une atmosphère obscure et claire, bah, là, on a une oxymore parce que obscur et clair, tu es d'accord que c'est des antithèses, c'est pas des choses pareilles, mais on reste sur le registre où on est sur un registre lumineux, ok, sur enfin, plus, pas, pardon, un registre, mais un champ lexical de la lumière, et du coup, c'est des éléments qui sont similaires entre eux. Donc, on parle d'oxymore sur ces choses-là. D'accord? Ok, donc quand tu as un registre qui est comique, en général, tu peux retrouver beaucoup d'hyperboles. Des hyperboles, c'est des exagérations volontaires et c'est des choses qui sont tournées sur un sens des fois comique. Donc tu peux avoir plus d'hyperboles à ce moment-là. Donc c'est important de, quand tu vois ton registre, que tu analyses en même temps quel type de figure de style tu vas avoir. Ok? Ensuite, on va parler un petit peu des procédures d'écriture. Comment est-ce que l'auteur il va te transmettre ses idées? Qu'est-ce que toi tu vas devoir relever quand tu vas avoir la lecture de ton texte? On en a un petit peu parlé juste au-dessus. Quand tu faisais le registre, du coup, tu récupères les figures de style. Moi, ce que je peux te conseiller, ce que je conseille à tous les élèves à chaque fois, c'est soit d'écrire directement au crayon de papier sur ton texte, tu soulignes ce que tu penses important au moment de ta lecture. Au crayon de papier, parce que au fur et à mesure que tu vas commencer à bien relever les éléments que tu vas expliquer, tu vas modifier des choses. Il y a certaines choses que tu as soulignées que finalement tu parleras pas et des choses que tu n'as pas surlignées que tu vas argumenter. Donc, moi, c'est un conseil que je donne, c'est essayer de surligner sur le souligner, pardon, sur le texte ce que vous allez pouvoir dire ou de le surligner si tu es sûr de vraiment parler de cette chose-là. Ça te met un petit peu de couleur et au moins tu sais de quoi ça va parler. Sinon, c'est d'avoir un brouillon toujours avec toi et tu relèves ligne 2, figure de style, métaphore, tu cites ta phrase et tu expliqueras pourquoi après. On en discutera après, ça c'est dans l'argumentation. Ensuite, quand tu vas, pareil, faire ta procédure d'écriture, tu vas devoir structurer ton texte. Comment est-ce que tu structures un commentaire de texte? Avec différentes parties. Ok, Avec une introduction, une partie 1, partie 2 et conclusion. ok.
Exactement. Introduction, le développement qui est donc en une ou deux parties, enfin, en une, deux ou trois parties, pardon. Tu peux avoir trois parties. En règle générale, tu vas faire trois parties quand tu vas avoir un gros texte avec vraiment beaucoup, beaucoup d'informations. Que tu sais que ces informations-là sont toutes importantes et que c'est compliqué de les regrouper dans deux parties. Si malheureusement, tu as un tout petit texte, tu vas pas faire trois parties, tu vas t'emmêler les pinceaux à faire trois parties si tu as un petit texte. Si tu as un petit texte, il n'y a pas beaucoup de choses à dire et que tu peux tout condenser en deux parties, tu fais deux parties. Et ensuite, tu as ta conclusion. Est-ce que ça, c'est bon? Ok. Ensuite, on a parlé des figures de style, mais il y a aussi quelque chose de très important dans un commentaire de texte, c'est de relever le champ lexical. Est-ce que le champ lexical, tu sais ce que c'est? C'est les... des mots qui se ressemblent, Ouais, c'est qui des ont mots. la même signification à peu près. Ok, alors c'est un peu des synonymes, on va dire, entre eux, mais c'est plutôt des mots de la même famille. Quand tu vas, par exemple, avoir un champ lexical de la guerre dans un texte, tu peux avoir, par exemple, armes, poussière, comment on appelle quand on tire les balles et les... Mince, je vais dire un autre mot. Les... J'ai oublié le nom. Tu sais, quand tu tires, il y a des trucs qui tombent, ou normalement, il y avait la balle dedans. Chargeur. Ouais, peut mettre ça aussi. Mais tu vois, tout ce qui va tourner autour de la guerre, les tranchées, tout ça, tu peux relever ça comme champ lexical de la guerre. Et c'est important de dire, j'ai la présence d'un champ lexical avec les mots, et tu cites tous les mots que tu as. Ok? T'es pas obligé de reciter à chaque fois ligne 2, guerre, ligne 3, gâchette, ligne 5, sentier, ligne 6. Ok, juste tu dis, j'ai la présence du champ lexical dans mon texte, et tu cites toujours entre guillemets les mots de ton texte. D'accord? Ok. Et donc, on peut aussi relever à ce moment-là le registre de la langue. Donc, à pas confondre avec le registre qu'on a vu au-dessus, où on parlait du registre comique, pathétique, etc. Là, c'est juste, est-ce que j'ai un langage qui est courant? Est-ce que j'ai un langage qui est familier ou soutenu? Ça, c'est plus pour toi, pour ton texte. Comment je vais pouvoir le développer par rapport au texte que j'ai? Est-ce que j'ai quelque chose qui est courant? Est-ce que j'ai plutôt quelque chose qui est très soutenu? Ou alors est-ce que j'ai un texte qui est familier et avec du vocabulaire familier? Ça, c'est plus à toi. Et tu peux, des fois, si tu as des choses qui sont très soutenues, aussi parler de ce vocabulaire-là. Si tu as des choses qui sont très familières, qui ne sont pas couramment utilisées dans des textes, tu peux aussi parler de ces mots-là. Est-ce que tu as des questions pour l'instant ou c'est bon? Non, c'est bon. Ok. Ensuite, pareil, donc dans identification du texte, donc c'est tout ce qu'on vient de dire avant, mais euh, comment est-ce que va être ton texte? Comment tu vas pouvoir le structurer? Qu'est-ce qui te dit ce texte? Et ensuite, tu as les enjeux du texte. Ça, c'est deux éléments qui sont pour toi. L'identification du texte, c'est pour que toi, tu puisses savoir comment bien développer ton texte et comprendre les enjeux du texte, c'est plus pour toi. Est-ce que euh, ce texte-là, il a pour but de convaincre quelqu'un? De faire une publicité de quelque chose, d'informer sur un sujet d'actualité ou sur autre chose, ou au contraire de faire, je sais pas, d'émouvoir son public, son lecteur. Ok. Est-ce que tu as bien compris du coup les enjeux du texte, c'est bon? Oui, c'est bon. Ok. On passe au plan, la préparation du plan. Le plan, à quel endroit du commentaire de texte on va le retrouver? J'entends pas quand tu parles. Je pense que tu dois avoir un problème du micro si tu parles pas assez fort. Je pense que j'entends pas. La, Ah non. le- aux axes, Ouais, mais quand tu crées ton plan, à quel endroit tu vas signifier la création de ton plan? euh, à l'introduction. Ouais, l'introduction. Est-ce que tu pourrais me faire une phrase typique d'introduction de ton plan? Comment t'introduis ton plan dans l'introduction? On l'a fait sous forme de question. Alors ça, c'est pas la forme de question. La forme de question, ça s'appelle autrement. C'est pas le plan.
Est-ce que tu sais comment on appelle le truc en forme de question? Je sais plus. On appelle ça la problématique. Ah OK? oui, ouais. La problématique, c'est différent du plan. Mais tu vas t'aider de ta problématique pour faire ton plan parce que en faisant ton plan, à la fin, tu dois, enfin, en faisant ton plan et ton argumentation, du coup, tu dois répondre à ta problématique. Donc, si tu as un texte de la guerre, mais que ta problématique, c'est comment sont nés les oiseaux, tu pourras jamais répondre à ta problématique en argumentant ton texte. Donc, il faut bien que ta problématique soit liée à ton plan et ton argumentation et que tu puisses pouvoir y répondre à la fin. La question que je te pose, moi, sur comment introduire ton plan, c'est comment est-ce que dans un commentaire, dans ton introduction, tu dirais que tu vas parler de telle chose et de telle chose. Comment tu introduis ça sous forme de phrase? Euh, du connecteur logique. Ouais, essaie de me faire un exemple de phrase. Je pose ces questions parce que j'ai vu la dernière fois que certaines personnes avaient un petit peu de mal à formuler l'introduction. Juste comment t'introduis que tu vas parler de telle chose et de telle chose dans ton commentaire. Euh, Par exemple, dans le texte, je sais pas, de Ronsard, euh, il, j'ai pas d'exemple. C'est pas grave si c'est des trucs que tu inventes, hein. Tu peux dire que le texte il s'appelle Chausson et que c'est l'histoire d'un chausson qui s'enfuit, hein. Je m'en fiche. Euh, Ici, on est là pour s'entraîner, on s'en fiche de la logique de l'histoire, ok? Est-ce que juste, je veux voir comment tu introduis les éléments. Si l'histoire ou l'exemple est pourri, je m'en fiche. Je veux juste voir comment t'introduis la chose. Dans le texte de Ronsard, comment, par quels moyens il a introduit, par exemple, la guerre et, euh, et l'amour en même temps, au XVIIe siècle, par exemple. Ok? Donc là, c'est correct, mais tu m'as fait la problématique, pas le plan. Est-ce que tu sais comment on introduit le plan ou pas? Euh, Pas trop. Ok. Pas grave, on va en discuter. La problématique, on va y revenir juste après. Mais je peux faire quand même un petit exemple. Toi, tu m'as parlé de deux éléments. Tu peux parler de deux éléments, de parler effectivement de la guerre et je sais plus ce que tu avais dit, je sais pas dire la guerre et l'amour au 19e siècle. Tu peux parler de ça. Mais il faut savoir que si tu parles de deux choses, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il va falloir que tu détailles et que tu argumentes sur ces deux éléments-là. Quand tu fais un commentaire de texte et une problématique, moi, je te conseille de toujours garder une idée directrice. Ta problématique, elle est au bord d'une seule idée. Par exemple, comment est-ce qu'au 19e siècle, attends, j'essaie de trouver un truc qui peut quand même être un peu cohérent. Euh, Comment peut-on parler ou comment peut-on visualiser l'évolution des inégalités sociales au 19e siècle? Ça, c'est un exemple de problématique. Tu places, tu localises, enfin, tu poses un connecteur logique de temps, OK, au 19e siècle. Tu parles de ta problématique, comment, OK, comment est-ce qu'on va, et qu'est-ce quelle est ton idée principale dans cette problématique? Les inégalités sociales en France au 19e siècle, OK? Comment ça évolue? Tu vas parler d'une évolution. Donc, ton commentaire, il va être basé sur ça. Et donc, le plan, le plan, tu l'as introduit après ta problématique. Et à la suite de ta problématique, donc si on la reprend, comment ont évolué, je ne sais plus ce que j'ai dit, comment ont évolué les inégalités sociales en France au 19e siècle, dans un premier temps, nous parlerons de ça, puis nous aborderons le sujet de et enfin, nous verrons telle ou telle chose. OK? Là, je t'ai fait un plan sur trois axes. Si tu le fais que sur deux actes, tu peux très bien dire dans un premier temps ou en premier lieu, dans notre premier paragraphe. Il y a plein de manières de l'aborder, d'accord? Mais il faut qu'on sache que tu vas d'abord parler de ça. Je parlerai de telle chose.
puis j'aborderai le sujet, ou puis nous verrons que, puis euh, dans le second paragraphe, nous verrons ça. Ok, il faut vraiment que tu fasses bien une différence entre ton premier paragraphe et ton deuxième paragraphe. D'accord? Et pareil, chose importante, quand tu écris ton commentaire, c'est la même chose pour les dissertations aussi, tu dis pas je vous parlerai. Ok? Tu dois pas parler au lecteur. Tu parles à toi-même. Ton commentaire, il est pour toi. Mais soit tu dis je vais parler de, soit tu peux dire nous parlerons de. Nous aborderons le sujet de. Mais jamais tu dis je vous parlerai de. Tu parles pas à ton lecteur, tu parles pour toi ou pour toi et les lecteurs. OK? Est-ce que c'est un peu plus clair pour toi maintenant? Oui. OK. Comment on va vraiment structurer le plan? Le plan, je t'ai fait l'exemple de comment l'aborder. Maintenant, comment on va le structurer? On va répondre souvent à la question, donc, enfin, je dis répondre à une question, mais tu l'argumentes de cette manière-là. Tu as le quoi, le comment et le pourquoi. Dans ton premier axe, tu vas essayer de répondre à quoi? Tu prends ton idée principale de ton texte et tu te dis de quoi ça parle. Mon idée principale, c'est ça, mais pourquoi? OK? Comment, enfin, tu gardes quoi en tête? Donc, oublie pourquoi, comment, mais ton idée principale, ton thème principal, c'est quoi? Si ton texte, il parle, je lis l'exemple que j'ai mis ici pour essayer de que tu comprennes bien et que si tu as besoin de le relire, tu puisses. Si ton poème, c'est un poème sur la nature, ton thème central, je te le donne, imaginons, c'est le texte, ok? Tu as la beauté et la nature, ok? La beauté de la nature, la sérénité que ça va procurer. Ton idée principale, ça va être qu'est-ce que l'auteur il veut mettre en avant dans ce texte. L'auteur veut montrer que la nature est un refuge face au tumulte de la vie. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? OK? Et à travers ça, tu vas développer. Quand tu développes, tu donnes ton idée de développement, ton explication, donc ta citation de texte, et ton argumentation. Tu donnes jamais une idée sans la suite. OK? Là, on est toujours que sur le plan, hein, donc c'est vraiment comment tu structures ton plan. On va parler vraiment de l'argumentation plus tard. Mais pareil pour l'axe 2, donc pour ton deuxième paragraphe, tu es censé un peu répondre à la question de comment. Comment est-ce que ce texte-là, il va exprimer telle chose? Comment est-ce que l'auteur, il veut passer un message? Ou comment est-ce que tu vois que telle figure de style peut te faire penser à, enfin, peut t'amener à penser que ce texte-là, il peut apporter telle ou telle chose? Est-ce que tu comprends bien? Ok. Et enfin, soit tu fais ta troisième partie, dépendant les textes que tu as, et là, tu réponds à pourquoi. Pourquoi est-ce que le texte que tu as, il a tel contexte? Comment est-ce que tu peux avoir tel élément? Pourquoi? Comment ça se fait que l'auteur, il a voulu mettre ça en avant? Comment tu peux l'expliquer? OK? On n'a que deux axes. Le pourquoi, on peut le mettre dans l'axe 2 du coup. Effectivement, si tu n'as que deux axes, tu gardes le quoi pour l'idée principale et l'axe 2, c'est un peu un comment, pourquoi. Les deux se lient ensemble, mais il faut quand même que tu différencies un début de comment et une fin de pourquoi. Mais expliquer comme ça, des fois, ça peut paraître un peu flou parce que quand tu vas arriver devant ton sujet, tu vas te dire, il faut que je réponde à quoi, comment et pourquoi, et je ne sais pas du tout. Ça, c'est juste quelque chose pour t'aider. Le jour où tu vas être devant ta copie, si tu veux quand même mettre des éléments de comment dans quoi, il faut pas que tu te bloques là-dessus en te disant non, mais on a dit que c'était quoi, comment et pourquoi. C'est juste une aide. C'est si le jour où tu fais ton commentaire, tu sais pas dans quel paragraphe mettre ça et que il répondrait à comment, mais que tu le mets dans quoi, c'est pas très grave tant qu'il est quand même bien argumenté et que ta chronologie de ton texte est cohérente. OK? Mais on pourra s'entraîner à faire des petites introductions ou des choses comme ça. OK? Ça marche. Ensuite, donc, on en a parlé tout à l'heure, l'introduction. On a dit qu'on avait notre problématique et à la suite de notre problématique, on avait l'annonce de notre plan. Qu'est-ce que tu vas retrouver avant ta problématique et ton annonce de plan? Est-ce que tu sais? J'entends pas. Je sais pas. Ah. On va retrouver une amorce et la présentation du texte. Il faut que tu retiennes que ton introduction, elle est divisée en quatre étapes. Ton amorce, on n'en a pas encore parlé, on va en discuter.
la présentation du texte, la problématique qu'on a expliquée et l'annonce du plan. C'est quatre étapes. Qu'est-ce que c'est que l'amorce? L'amorce, c'est une petite phrase un peu générale qui va être là pour introduire ton texte. Mais attention, elle introduit le texte en fonction de ce qui est dit dans le texte. Pareil, si c'est un texte de la guerre, tu vas pas dire ce texte-là nous parle des pissenlits dans le jardin. Ok? Tu dois vraiment rester sur ce texte. Ce texte-là va parler de la guerre au 19e siècle et enfin, ça va dépendre le texte que tu as, mais tu l'introduis un petit peu. Tu fais pas un résumé à ce moment-là, juste tu l'introduis. Nous avons sous les yeux un texte de... là, tu peux mettre le registre éventuellement, un texte de registre lyrique qui va parler des femmes, par exemple. Et ensuite, tu présentes le texte. Présentation du texte, ça va contenir l'auteur, le titre, le genre, le contexte et un petit résumé. Et là, c'est hyper important ça, parce que si tu oublies certains de ces éléments-là, si tu en oublies un, c'est pas très grave, deux, c'est pas très grave, mais ça te manque du coup des informations pour avoir une introduction correcte. La présentation de ton texte, c'est juste dire, ce texte-là est écrit par Victor Hugo à telle date. Souvent, c'est écrit en bas de ton texte. Déjà, tu es sûr que cet élément-là, tu ne te trompes pas. Tu donnes le titre ce texte de Victor Hugo, ou ce texte, entre guillemets, tu mets le titre de Victor Hugo, ok? Le genre, quel genre? Est-ce que ça va être un roman? Est-ce que c'est une poésie? Est-ce que c'est une pièce de théâtre? Ok? Ça, c'est pareil, tu vas le voir en fonction de quand tu vas lire le texte et comment il sera présenté. C'est important de le dire. Et le contexte. Quel est le contexte de ce texte? Est-ce que c'est dans un contexte qui est, je sais pas, si on reste sur tous les exemples qu'on a donnés, est-ce que tu as un contexte de guerre dans une situation qui est difficile? Est-ce que c'est un contexte plus facile? Est-ce que c'est un contexte joyeux? Des choses là, tu peux parler un petit peu de ça et un bref résumé. Tu me racontes pas tout le texte. Tu m'expliques, si on est sur le thème de la guerre, c'est un texte qui parle de la guerre. On retrouve des soldats dans les tranchées et on a leur histoire sur comment a évolué la guerre ou non, ça c'est un peu mal tourné parce que du coup c'est comme si tu introduisais une problématique, mais on voit l'évolution de la guerre au fil des années. Ou... Voilà, tu expliques ce que tu vois dans ton texte, un mini résumé. Faut pas non plus que ça fasse deux lignes, mais il faut pas non plus que ça en fasse 15. Ok? Tu restes, tu fais quand même un bon résumé. Il faut que le lecteur il ait compris. Tu vois, en soi, c'est pour que ton prof il comprenne bien que tu as bien compris le texte, parce que des fois tu peux avoir des textes avec mince, du vocabulaire un peu compliqué. Et au moins, ce résumé-là, déjà, à toi, ça te prouve que tu as compris. Et à ton lecteur, ça te prouve aussi que tu as compris. Donc, important. Ensuite, une fois que tu as fait ta présentation, tu parles de ta problématique et tu annonces ton plan. Et donc, tu vois, là, je t'ai remis un exemple de comme on a discuté tout à l'heure. Dans un premier temps, dans la première partie, nous parlerons de... Et j'en ai pas parlé, mais tu peux avoir des sous-parties dans tes parties. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as déjà vu, tu as déjà entendu ou pas? J'ai entendu, mais j'ai pas trop compris. Ok. Les sous-parties, moi, je les utilisais pas tout le temps. Ça va pareil, ça va dépendre de ton texte et de comment tu peux euh, en parler. Si tu as beaucoup d'éléments à donner et que finalement tu vois que ces éléments-là, tu peux les regrouper ensemble, bah, je te conseille de faire des sous-parties. Par exemple, imaginons ta première partie, c'est la vie des femmes pendant la guerre. Et que tu vas avoir la vie des femmes, ça c'est ton idée de ta première partie, et tu vas dire comprenant et t'expliques. Tu peux avoir la vie des femmes euh, dans les maisons, tu peux avoir la vie des femmes je sais pas, qui attendent leur mari ou qui ont des missions particulières pendant la guerre. Et donc, tu vois, tu peux avoir des sous-parties. La vie des femmes dans les maisons, la vie des femmes qui travaillent. Tu vois, enfin, tu peux le disposer différemment. C'est pas les meilleurs exemples là que je te donne forcément pour ça, mais c'est essayer que tu comprennes que dans ta partie, ta grande partie, tu peux avoir des petites sous-parties qui gardent la même. Tu peux, si ta grande partie, c'est les femmes, tu vas pas parler des hommes à ce moment-là, d'accord? Tu le comprends bien? C'est des parties de ta grande partie. Mais en général, tu vas les introduire naturellement. T'es pas forcément obligé de dire que dans ta première partie, tu as
trois sous-parties. Si tu t'arrives à les connecter entre elles logiquement, t'as pas besoin de le dire. Et si on fait des sous-parties, on doit faire un paragraphe en plus, du coup? Non, dans ton paragraphe, soit tu fais juste des retours à la ligne, soit tu fais un retour à la ligne, mais tu avances de deux petits carreaux. Moi, c'est comme ça qu'on m'avait appris, mais ça dépend des profs, en vrai, j'ai envie de te dire. Mais tu refais pas un paragraphe. OK? Ton paragraphe, c'est ta partie. Si tu changes de paragraphe, c'est une nouvelle partie. Donc, ta partie, elle reste, mais tes sous-parties restent dans ta partie. OK? Ouais. Juste, tu fais des retours à la ligne. On m'a toujours dit comme ça, retour à la ligne. Et après, tu peux quand même connecter et mettre des connecteurs logiques. Maintenant, nous allons parler de ça. Mais tu sais que tu restes quand même dans le contexte de ta première partie. Est-ce que tu as des questions ou c'est bon pour ça? C'est bon. C'est bon. OK. Ensuite, tu vas avoir rédigé le développement. Rédiger le développement, on n'en a pas trop parlé jusque-là. Mais donc, on a fait notre introduction, on a annoncé notre plan, on a annoncé notre problématique, pardon, notre plan. Et donc, notre développement, il va tourner autour de la problématique et du plan. Qu'est-ce que tu vas devoir développer? Déjà, tu as ton idée principale. Tu sais que c'est plus ou moins ce que tu as annoncé dans ton, enfin, que c'est ce que tu as annoncé dans ton plan, mais que c'est surtout, elle tourne autour de ta problématique. Donc, c'est ton idée principale. Autour de ça, quand tu vas argumenter ton idée principale, tu vas toujours, à partir de ton texte, dire, moi, j'ai envie de discuter, enfin, j'ai envie de prendre la ligne 2 et de souligner que la phrase qui est en ligne, à la ligne 2, il y a une hyperbole, donc une figure de style. Tu peux pas juste dire ça. Ligne 2, j'ai une figure de style, hyperbole. Tu dois expliquer. Le texte veut parler, ou ligne 2, on voit que l'auteur aborde le sujet de la guerre d'une certaine manière. Tu cites, toujours entre guillemets, tu cites ton texte, ligne 2, guillemets, tu cites ton texte et t'expliques. Qu'est-ce que ça va apporter? C'est une hyperbole, on voit une exagération volontaire de la part de l'auteur pour accentuer qu'il y a la présence d'une guerre, que la guerre est violente, ou tu vois, des choses comme ça. Autre chose que tu peux avoir aussi beaucoup sur des textes où il y a de la guerre, c'est des personnifications. Est-ce que c'est des choses que tu connais, ça, personnification? Ok? Donc imagine, il va parler l'arme se transformait ou des choses comme ça. C'est des mots qui sont forts. C'est une figure de style qui est forte. Tu vois, c'est l'arme qui devient finalement vivante et c'est elle qui tue. C'est pas l'humain qui tient l'arme qui va tuer. C'est l'arme qui tue toute seule. Ça pourrait insinuer ça, tu vois, ton texte. Et du coup, c'est de dire donc, ton idée principale, l'arme. Toi, citation, l'arme, je sais plus ce que j'ai dit, avec la personnification, tu dis que c'est une personnification et t'expliques. Comment est-ce que tu peux voir que c'est une personnification et qu'est-ce que ça va donner comme effet sur cette phrase-là? Et qu'est-ce que ça peut donner comme effet sur le texte généralement? Est-ce que ça, c'est bon ou pas? Ok. Tout ce que je t'ai dit, c'est comme si tu le regroupais donc comme idée principale, exemple et analyse. Ce que je t'ai dit, c'est, si tu veux les retenir comme ça, c'est ça. Idée principale, tu as vu, je t'ai mis, c'est l'annonce. C'est tu vas annoncer ce que tu vas analyser. Je vais analyser à la ligne 2 telle phrase. Tu cites ta phrase avec les guillemets, c'est important, je te l'ai dit. Et l'analyse, c'est pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est une figure de style? Pourquoi est-ce que j'ai tel champ lexical? Qu'est-ce que ça va amener à mon texte? Et tu fais une petite transition ou pas en fonction de comment ton texte y est structuré pour passer de cette analyse-là à ta nouvelle analyse. Ton texte, il se résume à ça. Enfin, pardon, ton argumentation, elle se résume à ça. Ton idée principale, ton exemple, ton analyse, une petite transition et tu recommences. Idée principale, exemple, analyse, transition. OK? Oui, mais il faudra aussi marquer la ligne. Généralement, on marque la ligne. Moi, j'ai toujours appris comme ça et quand on fait des petits exercices, je te demande, enfin, je pourrais te demander de marquer la ligne, c'est mieux. Parce qu'au moins, même, tu vois, si ton prof t'a écrit juste le début, des fois, les phrases sont très longues et je ne sais pas si tu as déjà vu écrit comme ça. Attends, je l'écris. Imagine ta phrase, elle est vraiment longue, mais du coup, toi, tu vas pas perdre 10 minutes à écrire toute ta phrase. Tu vas écrire, par exemple, euh, ligne 9 deux points, tu commences ta phrase, non, 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 imaginons, je continue d'écrire, et quand c'est trop long, tu fais ça, et tu réécris juste la fin de la phrase.
maison, etc. OK? Point. Ok. Et du coup, tu peux dire ligne 9 et du coup, ton prof, il va à la ligne 9 et il voit l'entièreté de la phrase. C'est toujours mieux. Par contre, si tu fais ça et que tu dis, bah là, il y a une personnification, ça va pas. Il faut que vraiment on voit quand même ta personnification. OK? Donc, écris un minimum la phrase où tu peux rendre visible ta personnification. OK? Ouais, Est-ce que tu as des questions par rapport à ça? c'est bon. C'est bon. Ensuite, pour ce qui est de la conclusion. Donc, on l'a dit tout à l'heure, on a l'introduction, le développement, la conclusion. La conclusion, tu as deux types. Soit tu as une conclusion bilan, soit tu as une conclusion d'ouverture. Je les ai appelés bilan et ouverture, mais on aurait pu appeler aussi une conclusion fermée et une conclusion ouverte. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ces deux types de conclusions? Bah, j'ai entendu bilan, mais ouverture, non. Ok. Donc, la bilan, c'est quand tu vas finir ton développement, ta conclusion, et que tu résumes, ok, entre guillemets, tu fais un petit résumé de tout ce que tu as pu donner comme idée principale et développement. Alors, tu me redis pas exactement tout ce que tu as dit dans ton texte, mais tu résumes les grandes parties. Si dans ta grande partie, ton idée principale, c'était les femmes pendant la guerre, qu'est-ce que tu vas pouvoir résumer de tout ça? Qu'est-ce que tu résumes de cette situation-là? J'ai pu voir et j'ai pu analyser ou j'ai pu expliquer dans ma première partie que les femmes agissaient de telle manière. Ensuite, j'ai pu voir que, à l'exemple, enfin, au paragraphe 2, j'abordais tel sujet et j'en concluais ça, etc. OK? Et là où je veux en venir, la différence entre bilan et ouverture, c'est que la bilan, tu fermes ta réponse et donc, quand tu vas répondre à ta conclusion, pardon, quand tu vas répondre à ta problématique dans ta conclusion, si ta problématique, c'était quelles sont les inégalités sociales en France, tu réponds à cette question. J'ai pu observer avec mon paragraphe 1 qui donnait telles et telles informations enfin, il y avait ça et que mon paragraphe 2 me donnait telle et telle information et l'auteur transmet telle et telle chose. J'en conclus donc que, et tu dis ce que tu conclus. Point. Ça s'arrête là. Ça, c'est ce qu'on appelle une conclusion bilan. Tu fermes la conclusion, tu as conclu toi-même et le lecteur il doit conclure comme toi. Maintenant, la différence avec ouverture, c'est que tu vas pas résumer exactement pareil. Tu peux résumer, dire que tu as pu observer qu'il y avait telle et telle chose, mais tu conclus pas chaque partie. C'est pas parce que tu as observé ça que tu conclus ça. Tu as vu ça, ok. Puis tu as vu ça, ok. Et des fois, là où tu peux ouvrir un peu le sujet, c'est de te dire que bah il y a d'autres auteurs qui parlent également des inégalités sociales des femmes en France ou dans d'autres pays et que ça pourrait être intéressant d'analyser les situations dans d'autres pays. Tu as conclué, tu as résumé, mais tu n'as pas fermé la conclusion. C'est-à-dire que l'auteur, à la fin, l'auteur, pardon, le lecteur, à la fin, si il a envie de conclure d'une certaine manière qui est différente de la tienne, il peut. C'est juste pas fermer la proposition de conclusion. Est-ce que tu as des questions par rapport à ça? C'est bon? L'ouverture, c'est un peu, on continue l'idée, quoi. C'est pas vraiment tu continues l'idée, tu résumes quand même, mais tu fais un petit lien avec d'autres choses que tu connais, avec tes connaissances, avec d'autres idées possibles, avec des thèmes qui peuvent être proches. Si ton sujet, par exemple, c'était la guerre, c'était la guerre, par exemple, je sais pas, la guerre au Vietnam, bah, tu peux dire que malgré que cette guerre-là soit potentiellement finie, il me semble que normalement elle est finie, hein, tu vas retrouver d'autres guerres dans le monde et que peut-être que celles-ci peuvent se rapprocher des guerres que tu as analysées ici. Enfin, c'est compliqué de donner un exemple de conclusion comme ça quand on n'a pas fait entièrement le développement, mais l'idée de ouverture, c'est que tu ne fermes pas le sujet. Tu dis pas je conclus que ça. Alors oui, sur ta phrase d'ouverture de conclusion, tu vas pouvoir dire euh, j'ai analysé telle chose et je vais conclure telle et telle chose, mais soit tu mets soit tu mets mais on sait que, enfin, il faut pas que tu conclues à c'est ça et point barre, ok? J'ai analysé tout ça, mais peut-être qu'il serait intéressant de voir d'autres choses sur d'autres pays qui peuvent entrer avec des choses qu'on a vues, enfin, d'autres choses similaires et tout ça.
Est-ce que tu as des questions? Est-ce que c'est un peu plus clair? Oui. Oui, est-ce qu'on peut faire des liens aussi avec d'autres textes, d'autres auteurs? Ouais, mais par contre, il faut que ça parle des mêmes choses. Si Oui. pour, me dire que tel auteur a parlé de la météo, non. Mais si effectivement c'est un auteur qui a raconté les mêmes choses, ou qui parle des sujets un peu similaires, même si c'est pas entièrement similaire, mais qui peut apporter les mêmes idées, tu peux en parler. Et au contraire, c'est bien de faire des conclusions où tu peux amener à d'autres thèmes ou à d'autres auteurs, parce qu'au moins, ça prouve que tu as une connaissance sur des bouquins et sur d'autres auteurs, et que tu as fait le lien entre ces deux choses-là. Donc, c'est pas mal. OK? Ce que je te propose pour les 10 minutes qui nous restent, c'est de revoir un petit peu les figures de style, parce que ça sera très important sur la suite de nos cours. Là, on a vu la méthodologie, mais ce que je peux proposer, comme je t'ai dit, sur les prochains cours, c'est des petits textes où justement, ça sera à toi de me dire où sont les figures de style, qu'est-ce que tu peux voir sur ce texte. Donc, les hyperboles, tu m'as dit tout à l'heure que ça, tu connaissais? Oui. Ok. Moi, je te propose de quand même toutes les réexpliquer plus ou moins facilement ou pas. Et comme ça, si tu sais pas, tu me dis, on s'arrête un peu plus dessus. L'hyperbole, c'est tu vas avoir une exagération volontaire, l'exagération d'une émotion, d'une idée. Je meurs de faim, tu es bien d'accord que c'est une hyperbole parce que tu as juste faim, tu meurs pas parce que tu as faim. Alors, ok, c'est possible de mourir de faim, je te l'accorde. Mais dans la vie de tous les jours, quand tu as très faim, tu peux quand même dire je meurs de faim, mais t'es pas en train de mourir. Ok? Donc on sait bien que c'est une hyperbole, c'est une exagération de la situation. Qu'est-ce que ça va créer, une hyperbole dans un texte? Est-ce que tu sais? Ça peut être comique Ça peut être dans comique, certaines situations. ouais, ça dépend de la situation. Mais surtout, en fait, ça va créer une intensité, enfin, ça va amener une intensité à ton texte. C'est intense de dire que tu meurs de faim, hein, ou ça peut être tout plein d'autres hyperboles, mais ça frappe, enfin, ça amène une intensité supplémentaire dans ton texte. OK? Ensuite, la métaphore. Est-ce que tu sais ce que c'est une métaphore? Ouais. C'est quand on compare sans outil de comparaison. Ok, très bien. Donc attention à ne pas confondre métaphore avec comparaison. Métaphore et comparaison, c'est deux figures de style différents, mais toutes les deux, elles comparent quelque chose. La métaphore, elle va comparer deux éléments ensemble sans utiliser le mot de liaison, c'est-à-dire comme, pareil, tel que, similaire à, ou des choses comme ça. L'exemple que j'ai mis ici, un manteau de neige recouvrait la plaine. Est-ce que tu comprends qu'ici, on a une métaphore? Oui? Ok. Est-ce que tu sais qu'est-ce que ça va amener à mon texte, la métaphore? J'entends pas, je sais pas si tu parles. Je sais pas comment expliquer, mais ça amène plus je sais pas, je trouve pas le mot pour expliquer. Si on a les mêmes mots, je suis d'accord avec toi que expliquer l'effet de la métaphore, comment ça va impacter ton texte, c'est un peu compliqué. Mais là où la comparaison est différente de la métaphore, c'est que l'effet de la comparaison, ça va te donner une image qui est un peu plus que réelle, ok? Qui va se rapprocher de la réalité. Alors que la métaphore, généralement, elle est sur quelque chose qui est moins réel, ok? Parce que tu vois, un manteau de neige, bah, c'est pas possible que le manteau de neige soit réel, ok? Un manteau, c'est pas pour les humains, c'est pas pour la neige. Donc on se rapproche de quelque chose qui est un je vais pas dire ironique parce que c'est pas vraiment le bon mot, mais qui se rapproche de quelque chose qui est un peu factuel, ok, pour comparer des éléments. On part sur quelque chose qui est un peu original, de comparer la neige avec un manteau, ok? Enfin, pardon, le couvrir pardon, de comparer la plaine avec un manteau, ok? Ouais. Ensuite, exclamation. Est-ce que tu sais ce que c'est? Quand il y a, c'est,
quand l'auteur accentue sa phrase, Ouais. et de Donc, l'intonation. exactement. C'est quand tu as une phrase qui est accentuée. Donc, généralement, c'est des phrases, même tout le temps, qui ont un point d'exclamation. Attention, je veux juste faire un point là-dessus important. Une exclamation, même si tu as un point d'exclamation dans la phrase, c'est pas forcé que ça soit une exclamation, ta phrase. Si effectivement tu as quelle horreur ou c'est beau, point d'exclamation, là tu as à faire une exclamation. Pourquoi? Parce que cette phrase-là va apporter une émotion importante, une émotion forte. Alors que si je te dis juste ah, point d'exclamation ou oh, point d'exclamation, t'as pas forcément l'émotion qui est importante. Ou une longue phrase comme la mer est belle et le ciel est beau, point d'exclamation. Ok, c'est une phrase exclamative, mais t'as pas d'émotion importante. Ok? Donc, exclamation, c'est plutôt court, suivi d'un point d'exclamation, et ça apporte une forte émotion. Ça va quand même, ça va apporter à ton texte une émotion sur le personnage, une importance sur l'émotion du personnage, ou la manière dont l'auteur veut te faire savoir quelque chose. Est-ce que c'est bon pour ça? Ouais, ouais, Ok. Comparaison, bon, on l'a un petit peu expliqué en même temps qu'on parlait de la métaphore, mais effectivement, c'est quand lui, il va les remettre en lien, les deux éléments, en utilisant le mot de comparaison, comme, tel que, ainsi que, pareil que, semblable, etc. L'exemple, il est fort comme un lion, on te donne bien l'information comme, donc tu as une vraie comparaison ici. T'as pas à faire une métaphore, tu as vraiment à faire une comparaison. Est-ce que ça, c'est bon? ouais, Ok. Personnification. Tu m'as dit tout à l'heure que c'était bon aussi, tu savais les reconnaître. ouais. Ok, donc on est d'accord, personnification, c'est quand tu vas caractériser un humain à un objet, ou un objet à un humain, ou un humain à un animal, ou des choses comme ça. Enfin, quand tu vas rendre humain ce qui n'est pas humain de base. L'exemple, le vent chantait dans les arbres. Tu es d'accord que le vent, ça chante pas. Donc, la phrase le vent chantait dans les arbres, on a une personnification du vent. C'est bon? C'est compris? Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que ça va apporter au texte d'avoir des personnifications? Ça amène de la vie. Ouais, ça amène de la vie, ça peut amener même des émotions sur ces choses-là. Ok, ensuite on va parler de l'allitération et de l'assonance. Je m'arrête un petit peu dessus parce que... Est-ce que déjà tu les connais ou pas? Oui. C'est quand on met plusieurs fois le même son, consonne ou voyelle. Ok, bon, alors, super, j'aurais pas besoin peut-être de m'arrêter aussi longtemps. Souvent, les gens confondent toujours allitération et assonance. Lequel est pour les consonnes, pardon, et lequel est pour les voyelles? Est-ce que tu sais? Euh, Assonance, c'est voyelle et allitération, c'est consonne. Ok, très bien. Tu arrives à t'en souvenir ou tu as un petit peu checké sur mon cours? Ah, je me suis rappelé parce que je les confonds à chaque fois. Mais quand je me dis que un est consonne, en fait, c'est voyelle. Du coup, Ok. Est-ce que j'arrive à me sentir. t'as pas trouvé de moyen mémotechnique pour essayer de t'en souvenir de celle-ci? J'avais trouvé une fois que assonance, comme il y a un E à la fin, c'est une voyelle. Et qu'à l'allitération, il y a N à la fin, du coup, c'est une consonne. Ok, très bien. Moi, j'aime bien trouver des petits moyens mémotechniques sur des choses où on sait que c'est difficile à comparer. Donc, effectivement, là, très bien. Tu as trouvé le bon moyen mémotechnique. Donc, allitération, répétition des consonnes. Qu'est-ce que ça va apporter à ton texte d'avoir une répétition de consonnes particulièrement? Des rimes, Ouais, ça peut apporter quoi d'autre? bah, c'est plus lisible. Je sais pas comment expliquer. Plus Ça va apporter, donc on a dit les rimes porter de et la fluidité dans le texte. la fluidité, mais aussi une importance sur certains mots. L'exemple que je t'ai mis, c'est pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? Tu vois bien que tu as une répétition du son s. Et Ouais. qui sont ces serpents qui sifflent? Tu vois, tu as vraiment l'accent sur ces S et ça donne une ambiance un peu. Une ambiance, comment tu pourrais un peu catégoriser cette ambiance? Le bruit du serpent.
Ouais, c'est ça, c'est avec la répétition des sons S. Ok? On fait Ouais. assonance et on s'arrête ici pour aujourd'hui. Ok. Assonance, du coup, tu l'as dit, c'est pour les voyelles. Ok? Qu'est-ce que ça va apporter au texte? La même chose. Un peu la même chose, mais souvent c'est plus atténué que pour les consonnes. C'est plus harmonieux. Ok? Ouais. Ok. Est-ce que tu as des questions sur tout ce qu'on a vu aujourd'hui? Euh, Ça me paraît clair. Ça paraît clair. Ce que je te propose pour la prochaine fois, tu lis celles qu'on n'a pas eu le temps de faire aujourd'hui et tu te notes celles que tu connais pas forcément, et celles qui peuvent te poser problème. Comme ça, on Ok. revoit ça la prochaine fois. Ça marche. Il y en a plusieurs, moi je t'envoie et il y a un petit s'entraîner, bien comprendre. Tu peux aussi le lire et si tu comprends pas, on revoit ça ensemble la prochaine fois. Et on fait, comme je t'ai dit, là, le texte où je peux te demander de relever certains éléments et on fait des exercices de conjugaison. Est-ce que c'est bon pour toi? Je vais les lire pendant ce week-end. Ok, on fait comme ça. Et si tu as des questions, tu peux m'envoyer un message, il n'y a pas de souci. D'accord. Ok. Ok, on s'arrête là pour aujourd'hui. Je te souhaite un bon week-end. Bon week-end. Merci, au Au revoir. revoir.